Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Ce soir, je reçois Benoît Bernier qui va nous parler de son troisième roman Pour en finir aux éditions Ouest France. Benoît, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Pour en finir, c'est ton troisième roman. Après donc le premier, Le sacrifice des oubliés, paru en 2020, qui a obtenu le prix du Polar Ouest France. Et puis Que la peur te sublime en 2022. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais dans la vie, voilà. Eh bien, je suis né à Nantes il y a environ un demi-siècle déjà. Je suis infirmier en psychiatrie. J'ai travaillé près de 20 ans, ça fait 25 ans à peu près que je suis infirmier. J'ai travaillé près de 20 ans en pédopsychiatrie, après les enfants et les adolescents d'hospitalisation. Et puis depuis 3 ans et demi, 4 ans, je fais des consultations. Donc des gens comme toi et moi qui traversent des périodes d'angoisse, des burn-out ou suite à des agressions, voilà, qui n'ont pas eu de contact avec la psychiatrie et qui ne savent pas où aller surtout. Donc nous on les reçoit, on les accueille pendant 1h30, 2 heures, ce qui est quand même confortable. Et après on essaie de les orienter au mieux au vu de l'état de la santé mentale en France. Alors comment on passe de la psychiatrie à l'écriture ? On fait d'abord de la psychiatrie et puis un jour on se dit qu'est-ce que je peux faire pour exploiter alors j'ai du mal à dire mon talent, mais même si c'est ce que je demande à mes patients à chaque fois, c'est quoi votre talent ? Alors ils me regardent toujours avec des grands yeux. Alors je dis votre talent ça peut être trésorier d'une association ou faire de la sculpture ou voilà quoi. Donc j'ose croire que mon talent ce serait l'écriture. Mais alors ça commence, avant l'écriture il y a eu la lecture et avant la lecture il y a eu la rêverie, l'imaginaire. Et j'ai toujours été un enfant, un adolescent, mais même je suis toujours un adulte qui rêvasse, qui est dans l'imagination, qui échafaude des scénarios un peu tout le temps. Et alors ça a été souvent mal vu à l'école. À l'école, on empêche souvent les enfants de rêvasser, il est dans la lune, tout ça, machin. Donc j'ai fait au mieux. Et puis la lecture, dès que j'ai compris que je pouvais m'évader via des histoires... je me suis saisi de ça, donc les styles adaptés à mon âge, donc les livres d'aventure quand je suis plus petit, ado, c'est Stephen King, c'est Jules Verne, c'est Arsène Lupin et c'est San Antonio. C'était pas plus ou moins toléré à la maison, mais bon, on y avait le droit quand même. On avait un trafic au lycée La Perverie, un trafic de San Antonio. Voilà, je ne dirai pas de nom, hein. Les masques tombent. Et puis de fil en aiguille, tout un tas de lectures. Là, j'ai cité quand même les choses un petit peu plus policières, mais tout m'intéresse à partir du moment où l'histoire me transporte. Je pourrais lire un livre sur le surréalisme, sur l'histoire des mathématiques, peu importe quoi. En fait, voilà. Et puis un jour, j'ai un ami qui me dit j'ai commencé à écrire un livre, et en fait c'est un déclic. Et je me dis, mais c'est le moment pour moi d'y aller aussi. L'idée du premier, du sacrifice des oubliés, c'est-à-dire le début et la fin, je l'avais depuis que j'ai 15 ans à peu près. Donc j'ai mis 30 ans de maturité. Comme je dis en dédicace, j'ai mis 45 ans à écrire le premier livre. Voilà, c'est un peu ça. Et puis je me suis lancé sans prétention, en fait, quoi. Au moins pour finir quelque chose. Et une fois fini, je l'ai fait lire à des amis qui m'ont dit c'est bien et tout ça. Bon, ça reste des amis, donc... Oui. Et donc j'ai commencé à chercher une maison d'édition et puis je tombe sur un article Ouest France. On me dit il y a Ouest France qui organise un concours, faut que ça se passe dans le Grand Ouest pour adultes. Et donc moi je cochais toutes les cases. Et puis donc j'envoie mon manuscrit et puis je me retrouve vainqueur. Voilà. C'est le début de la gloire. Voilà, alors tu as créé un personnage qu'on retrouve dans chacun de tes romans qui s'appelle Livius Carmin. Livius Carmin, ouais. Voilà. Comment tu as créé ce personnage ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son tempérament ? C'est un personnage un petit peu décalé ? En fait, il faut revenir au début du Sacrifice des oubliés où j'avais écrit 30 pages, où c'était un policier, 40-50 ans, un type un peu dépressif, un peu torturé et en fait, je l'ai relu 15 jours après et j'avais l'impression de lire du Fred Vargas. Donc j'avais fait du Fred Vargas parce que sûrement j'en avais lu un juste avant. Donc je me suis dit, non, il faut que je trouve mon style. Donc déjà, j'ai arrêté le policier torturé dont toute la famille a été tuée 30 ans avant et qui cherche... Je me dis, ça a été vu 1000 fois, on va faire autrement. Et puis je me sentais pas l'âme d'un policier. Je dis, tiens, un journaliste, c'est pas mal. J'aurais peut-être aimé être journaliste, entre autres... rêve d'enfant. Donc un journaliste, je me dis j'ai des libertés.
Parce que je lui dis, le journaliste, il va aller interroger les gens que les policiers qui refusent de parler aux policiers. Donc je me dis, je suis plus libre. Et puis, donc je me suis dit, bon, faut déjà lui trouver un nom qui claque un peu. Alors j'ai trouvé un nom latin, je trouvais que ça claquait. Livius, c'est un vieux poète latin, un des plus vieux. Et Carmin, c'est parce que Carmin, c'est rouge, c'est un peu révolutionnaire, c'est un peu dans mes idées. D'accord. Donc voilà, Livius Carmin, je trouvais que ça sonnait bien parce que je me dis, j'étais même pas parti pour en faire 2 ou 3, j'ai déjà en faire un, mais qu'on se dise, ce journaliste, on se souvient bien de son nom. J'en ai discuté avec d'autres auteurs et c'est pareil, ils ont mis du temps pour choisir le prénom et le nom, quoi. Et puis ça se passe à Nantes dans les années 90. Donc j'ai parlé un peu de ma vie romancée évidemment dans les années 90 à Nantes. Donc c'est quelqu'un qui peut être attachant, qui peut être pénible, qui passe par des humeurs changeantes. Un matin il va être triste, il sait pas pourquoi. Un autre matin il va être super heureux, il va être très drôle et il sait pas pourquoi. Et voilà quoi. Et on va le découvrir au fil des livres que comme tout à chacun, on n'est pas lisse. Enfin il y a des gens lisses, ça existe. C'est particulièrement pénible. Donc il est assez imprévisible, Livius, mais quand même il est attachant. Et puis au départ, tout le monde le trouve assez agaçant parce que il a une grande gueule, il est dans un bar, il parle fort. Il entend quelque chose qui lui convient pas culturellement, il se retourne pour corriger un type qui a dit une ânerie sur une date ou un machin. Donc en fait, c'est un mec pénible. Mais de fil en aiguille, lui, il apprend à être moins pénible. Et puis, il se rend compte qu'en laissant enfin ses émotions jaillir, finalement, il devient un peu plus humain, un peu plus lui, et il apprend à se connaître. Donc il apprend à se connaître via les aventures qu'il va vivre en fait, quoi. Alors justement, quelle aventure va-t-il lui arriver dans ce 3e roman ? Alors dans ce 3e roman, en bref résumé, dans le premier, il a une enquête qui se passe sur Nantes. C'est son enquête à lui, exclusive. Voilà, il est aidé par son grand-père. Il y a des personnages récurrents. Parce qu'en fait, après avoir gagné le concours Ouest France, je me suis dit, je vais continuer parce que les gens sont contents, ça plaît. On me disait, alors c'est quand le 2e Livius ? Déjà j'avais réussi mon coup sur le personnage, tout le monde demandait le 2e Livius. Alors comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours plein d'idées, du coup j'ai continué et Ouest France m'a appelé un jour en disant nous on est prêts, si tu veux un 2e. Donc le 2e sort, donc il fallait que les personnages soient quand même récurrents, soient toujours intéressants, donc ça demandait un travail de cohérence pour les âges, pour les situations, tout ça. Et dans le 2e, en fait, suite au premier, Livius, il a sa petite notoriété. Alors pour lui, il est digne des plus grands, il s'enflamme un peu, mais bon, voilà. Il imagine que son livre va être adapté en film et que ça va être Matt Damon qui va faire son rôle. Enfin, voilà. Et il discute avec son ami David Durieux, qui est policier, qui est aussi un personnage récurrent et qui n'a rien à lui mettre sous la dent comme enquête. Et puis il rencontre un type qui dit moi mon petit-fils est mort à Chantenay dans un parc en arrêt cardiaque, c'est impossible qu'il ait été à cet endroit-là à ce moment-là, prouver qu'il a été tué. On l'a vu, s'il n'y a rien du tout à part un témoin qui a trouvé le corps, mais il se dit moi j'ai envie d'aider ce type-là parce que moi j'ai un grand-père, s'il m'arrivait malheur, voilà. Et parallèlement il y a une enquête policière où là il y a un peu plus de travail policier, même si on n'est sûrement pas je suis sûrement pas éligible au prix qu'il y a des orfèvres. Mais faut pas dire ça. C'est au niveau de la technique, je pense. Mais j'ai rencontré un policier en dédicace, il me dit si ça passe. Je vois bien de qui tu parles. Ça passe quand même. Et puis et donc il y a l'enquête en parallèle, une jeune fille qui est kidnappée et donc les enquêtes se côtoient. On va voir si elles ont un lien ou pas. Et dans le 3e, à force d'enquêter, il s'est quand même fait quelques ennemis, ce bon Livius, et donc il décide de s'exiler dans le Finistère. Il quitte Nantes, les 2 premières sont à Nantes, pour se mettre un peu à l'abri, parce qu'en fait il a l'impression que des gens lui en veulent. Il a l'impression de croiser toujours les mêmes personnes dans la rue, il a l'impression qu'il est suivi. Donc il dit soit je deviens parano, on m'hospitalise en psychiatrie et c'est terminé, soit je me mets à l'écart et je redescends un peu, je prends mon calme, je prends des vacances bien méritées et puis voilà quoi. Sauf que les gens qu'il a l'impression de rencontrer à Nantes, il a l'impression aussi de les voir là où il est, dans son petit hameau du Guilvinec. Donc plutôt que d'attendre, il va aller au-devant de chacun et pour essayer de voir si vraiment les gens lui en veulent vraiment. Et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Pour en finir, parce qu'il est tellement épuisé de cette situation qu'il dort plus, il commence à boire un peu trop, il commence à être agressif, même envers ses amis, envers son grand-père qui est pourtant son phare.
Il faut savoir que Livius, son père est décédé quand il avait 15 ans et sa mère est en Chine, les directrice du musée de Shanghai, donc il la voit jamais en fait, quoi. Alors, pour Livius, c'est aussi bien de pas trop la voir, mais voilà, il s'arrange quand même, quoi. Et dans le Finistère, parallèlement, il y a 2 autres enquêtes. Il y a un personnage un peu mystérieux qui est en prison, et il y a 3 petites dames qui habitent en Normandie, qui mangent des blanquettes, qui sont fans d'Agatha Christie. Voilà, qui mangent des biscuits Chamonix. Et il y a une voiture qui brûle dans la commune, c'est l'événement. Et voilà, donc elles vont tâcher de résoudre cette enquête qui enfin se présente à elles. Pour voilà, comprendre et quel lien ça fera avec l'aventure de Livius. Ça on le découvrira au fur et à mesure. Alors tu manies beaucoup l'argot, en fait, tu utilises beaucoup l'argot. J'ai beaucoup lu dans les critiques que voilà, c'était un peu des dialogues à la Audiard. Est-ce que tu le revendiques, et pourquoi est-ce que tu as cette appétence en fait pour l'humour noir et l'argot en particulier? C'est flatteur, hein, mais oui, parce que j'aime pas quand je lis un livre les dialogues où les gens sont trop polissés, alors que c'est des gens comme moi qui ont leur franc-parler, qui peuvent être vulgaires, mais qui peuvent être raffinés, qui peuvent être courtois, qui peuvent être agacés, et donc forcément des fois les mots, voilà. Et puis quand on est dans un bar, la première scène c'est dans un bar, Livius c'est dans un bar, ça parle fort, ça voilà, donc il y a un peu d'argot, il y a un peu de franc-parler. Il est de son temps, Livius, donc il a des expressions qui lui appartiennent. Des bonnes punchlines, je dirais aussi. Oui, il y a des punchlines, et encore coucou Hervé de West France. Ils m'en ont enlevé un petit peu parce que voilà, fallait que ça corresponde. Mais c'est vrai qu'il y en avait trop. Il y en avait beaucoup trop au départ, mais bon, voilà. Et donc oui, il a son franc-parler avec que ça fasse naturel. Mais par contre, quand il interroge un grand industriel, eh bien l'industriel parle comme il se doit. Il a un patron qui est d'une vieille noblesse, il parle comme il se doit. Quand il parle à sa concierge qui a 80 ans, elle parle comme... Voilà. J'ai essayé de creuser chaque personnage, mais c'est en ça que la psychiatrie peut-être me sert, parce que comme je travaille avec les émotions, je rencontre des gens, on parle toute la journée. Je voulais que les dialogues soient crédibles et qu'on distingue bien, qu'il n'y ait pas besoin de mettre à chaque fin de phrase « dit Livius, affirme un tel oui. Qu'on repère selon le phrasé. Voilà. Mais c'est pareil, on va voir qu'il... Il sait s'adapter, il est dans un bar, il raconte n'importe quoi, et après il tombe amoureux, voilà, il change sa façon de faire, il est quand même plus apaisé, plus calmé, Et l'humour noir, moi j'ai grandi avec Fluide Glacial, San Antonio dont on parlait, donc il y avait ce côté grivoire gothique, peut-être ça vient de là. L'humour un peu potache des Monty Python, de Fluide Glacial, de l'absurde, et l'humour noir en fait c'est venu que ado, comme j'avais pas confiance en moi, je me suis dit bon, comment je fais pour intéresser les gens? Alors j'ai commencé par être très insolent, donc je me suis fait engueuler par les profs, par mes parents. Donc, je me suis dit bon, t'as de la répartie, qu'est-ce que tu veux en faire? Et je me suis dit tiens, les vannes qui piquent un peu, ça attire l'attention. Ça plaît pas, on est tout de suite fixé, quoi. Alors il y a des fois j'ai franchi des limites, hein, effectivement, parce que je manquais d'empathie, je manquais de relationnel, tout simplement. Mais bon, est-ce qu'à 15 ans, 20 ans, c'est pas toujours évident? Après, grâce à mon métier d'infirmier, j'ai quand même beaucoup appris là-dessus, quoi. Et donc, moi, tout me fait rire. Donc, on peut me sortir une horreur, ça me fait rire. J'ai beaucoup d'autodérision. Donc, j'ai appris, j'ai grandi face à ça. Des choses qui me vexaient quand j'avais 20 ans. Maintenant, je suis capable de renchérir. C'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, quoi. Quand on vous envoie une vanne qui peut être un peu cinglante, renchérissez, vous verrez qu'en fait, il ne va pas se passer grand-chose derrière. Voilà. Et donc, oui, je voulais des personnages à mon image et l'atmosphère que moi j'ai connue de la fin des années 90 à Nantes, dans des bars. Certains sont fermés, certains existent toujours. Le Violon Dingue, par exemple. Le Chien Stupide existe toujours, même si ça a un peu changé. Mais voilà, quoi, ces endroits-là. Donc, c'est comme ça que ça se passe, et donc autant le raconter comme c'est. Alors, les projets. Est-ce que Livius va reprendre du service ou tu passes à autre chose Livius est au repos, parce que Livius est quand même bien fatigué. Oui, il a quand même bien bossé là, en 2 ans, le Livius. Alors, quand vous lirez les aventures, vous verrez qu'il a peut-être mérité de se poser un peu. Là, j'ai une autre idée en ce moment. C'est peut-être un peu pharaonique. C'est partir d'un type, d'un paysan aux alentours de 1875. Un matin, il met le pied dans son sabot, il y a une écharde et du coup, il a mal au pied et il boite.
et le chemin est pas bon, et il arrive en retard à l'église, et voilà, l'enchaînement de tous ces petits faits entraîne des conséquences pour une autre personne. Et ça, c'est le chapitre 2. Et à la fin du chapitre 2, il y a des conséquences du chapitre 1 et 2 sur une troisième, etc. etc. Et ça, j'espère que ça peut m'emmener jusqu'à nos jours. Donc ça demande pas mal de boulot de recherche pour être crédible. C'est-à-dire comment on vit en 1875 en campagne quand on est un vieux célibataire avec son chien. Qu'est-ce qu'on a comme animaux? Qu'est-ce qu'on a comme potager? Qu'est-ce qu'on mange? À quelle heure on se lève? Quelle est notre journée? Quelle est notre vie? Comment s'est fait un bourg avec 45 bars à la sortie de l'église, qui les fréquente, voilà quoi. Il y a tout un tas de... C'est quoi le rôle du garde champêtre? Et ça, c'est juste pour le premier chapitre. Ah oui. Parce que j'espère que ça va m'emmener au bagne en Guyane, dans une boutique du Paris des années 20, avec peut-être quelques personnages réels par-dessus. Je pense à Joséphine Baker, je pense à quelques ministres de la glorieuse Troisième République. Voilà, des collabos, des résistants, des collabos puis résistants, voilà, des gens un peu torturés qui savent pas trop quoi faire de ça. Et tout ça part d'une pauvre écharpe dans un sabot. Et ça, c'est le projet. D'accord. Et peut-être écoute, que Livus fera une apparition, parce que Livus, Oui. voilà, c'est un peu mon meilleur ami virtuel, Livus. Donc il est jamais loin, Livus. je te propose de venir en reparler, quand ce sera concret. Avec grand plaisir. Hein, En et été puis, plutôt. Oui, on va essayer. Faut que tu sortes en été. On s'arrangera pour faire en été. On reviendra au petit café de Rosé. Voilà. N'hésitez pas à venir au petit café de Rosé le jeudi et le vendredi. C'est pas ouvert souvent, donc. Pour les blind tests. Voilà. Alors, il y a les blind tests musicaux. Le dernier jeudi de chaque mois, et sinon il y a des quiz culture générale, Cotton Quiz, voilà. C'est pour pas me faire engueuler par Sam, le patron, que je fais quand même, que je remercie d'ailleurs pour son accueil. Moi aussi je te remercie, Benoît, de nous avoir parlé de toi et de ton roman, et puis je te donne rendez-vous pour ton prochain projet. Avec grand plaisir. Voilà. Merci de m'avoir Merci. invité. Merci. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique de Morissette, peut-être à la fin du mois.